Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire intitulé Succession, préparer la relève de votre entreprise. On va débuter dans quelques secondes. On va juste donner le temps aux gens de bien se connecter à la plateforme et on va débuter officiellement le webinaire dans quelques secondes. Alors voilà, comme je le disais, bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire intitulé Succession, préparer la relève de votre entreprise. On est très heureux de vous retrouver encore une fois avec nous aujourd'hui. Pour animer ce webinaire, j'ai le privilège d'être accompagné par d'incroyables collègues. Si on peut passer à la diapositive suivante, merci. Donc, j'ai le privilège d'avoir avec moi d'abord Marc-Kessie Moya, qui est gestionnaire de ressources aux entreprises. Alors, heureux de travailler avec toi encore une fois, Marc-Kessie. On a aussi Rachel, qui est gestionnaire en information des membres et escalade. Donc, heureux de te retrouver, Rachel, qui est voisine de bureau juste à côté de moi. Et on a avec nous un invité spécial, un invité d'honneur, Ralph Buisine, qui est superviseur du programme de planification de la succession avec Succession Matching. Bienvenue avec nous, Ralph, aujourd'hui. Je vais présenter Ralph un peu plus formellement dans quelques minutes, tout juste avant qu'il prenne la parole pour vous faire une présentation. Puis, on a aussi nos collègues qui sont derrière pour assurer le succès du webinaire. On a Magda Yannès ainsi que Charlotte de Normandie qui assurent la bonne marche de ce webinaire. D'abord, l'ordre du jour est assez simple, là, comme à notre habitude. D'abord, on va parler un peu des travaux et des réalisations de la FCI pour faciliter le processus de succession, mieux faire connaître les enjeux. Ensuite, Ralph va prendre la parole pour vous faire une présentation plus détaillée à ce sujet-là. Marc-Kessie va nous présenter quelques ressources pour vous, chef de PME, en lien avec la succession d'entreprise. Et on aura, comme à notre habitude, le temps à la fin pour une période de questions et réponses. À ce sujet-là, je souhaite vous rappeler que vous avez un onglet au bas de votre écran Zoom, un onglet avec les lettres Q&A ou Q et R, onglet que vous pouvez utiliser pour poser vos questions à l'ensemble de l'équipe qui est avec vous dans ce webinaire aujourd'hui. Également, vous allez recevoir l'enregistrement de ce webinaire et donc, vous pourrez le réécouter, vous pourrez le transférer également à vos amis entrepreneurs qui sont également intéressés par l'enjeu de la succession et le transfert d'entreprise. On va maintenant voir une brève citation qui, au fond, représente un peu un des objectifs de ce webinaire, c'est-à-dire de faire en sorte que les propriétaires de PME se préparent à la succession, se préparent à la vente de leur entreprise pour s'assurer que le tout se fasse le plus simplement possible et sans trop de stress et de soucis liés avec cette importante décision. Alors, on souhaitait partager avec vous cette citation qui, ma foi, résume assez bien notre webinaire aujourd'hui. Vous le savez, la FCEI travaille depuis très longtemps sur les enjeux de transfert d'entreprise.
sur les enjeux de vente et de succession. Récemment, au début du mois de janvier, en fait, on a publié un tout nouveau rapport avec des données de sondage dont un certain nombre apparaissent à l'écran. Au fond, on voit que le transfert d'entreprise, c'est un enjeu majeur, très important. Vous le voyez, c'est le 3/4 des propriétaires de PME qui comptent quitter leur entreprise, donc la vendre, passer le flambeau d'ici 10 ans. Et donc ça, pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente plus de 2000 milliards de dollars en actifs commerciaux qui pourraient changer demain d'ici les 10 prochaines années. Et donc, on doit assurer la réussite de ce transfert d'actifs-là. C'est très important qu'on puisse planifier en toute quiétude avec les bons outils le transfert de ces entreprises-là. Et je vous amène un peu au bas de l'écran. Vous le voyez, on dit 54% ont un plan de relève, mais seulement 9% ont un plan formel. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont un plan de succession, mais dans leur tête, ils pensent à la succession, ils se disent, je vais faire ça comme ça. Ils ont des idées sur les démarches à suivre, mais seulement 9% ont un plan formel. Et donc, le but, notamment, de ce webinaire-là aujourd'hui est de vous faire part de l'importance de bien planifier, d'avoir un plan formel pour assurer le transfert de votre entreprise avec succès. Oui, Rachel. Oui, Jasmine, j'allais juste ajouter une petite statistique à ce qui se paraît du 9%. Il y avait 91% de nos membres qui avaient dit qu'ils avaient plus de confiance avec le succès de leur relève. Alors, on veut vraiment vous donner ces ressources-là pour vous aider à avoir plus de confiance avec votre plan. Oui, et un excellent point, Rachel. Et d'ailleurs, un peu plus tard aujourd'hui, durant le webinaire, je peux mettre le lien vers notre plus récent rapport si vous ne l'avez pas déjà lu. Il y a plusieurs éléments qui sont très, très pertinents pour votre situation d'entrepreneur, de chef de PME. Ensuite, comme je le disais, c'est un dossier sur lequel on est intervenu plusieurs fois pour assurer la relève et la succession des PME. On parle ici du projet de loi C-208. J'ai été très impliqué personnellement dans ce dossier-là. J'ai rencontré un très grand nombre d'élus et on a parlé à plusieurs personnes de l'importance d'adopter ce projet de loi-là. Et donc, la Chambre des communes et le Sénat l'ont adopté. Le projet de loi a reçu la sanction royale pour que les transferts d'entreprises aux enfants soient pas plus chers, ne coûtent pas plus cher, ne soient pas plus dispendieux en termes de charges fiscales que de vendre à un étranger. Écoutez, c'est complètement insensé comme situation. On a une entreprise familiale, on veut la garder dans la famille et ça coûte plus cher transférer son entreprise à sa fille ou à son garçon qu'à un inconnu. Et donc, on s'est battu pendant de longues années. Finalement, le projet de loi a été adopté en 2021. Le gouvernement a annoncé dans son plus récent budget vouloir apporter un certain nombre de modifications à la loi C-208. Et évidemment, nous, on va veiller au grain, comme on dit, pour que les nouvelles règles, s'il y en a, qui vont légiférer le transfert des entreprises, soit le plus simple et le moins coûteuse possible pour faire ce transfert-là aux enfants. Et là, je veux juste vous mentionner également que si vous êtes un chef de PME avec une entreprise au Québec, il y a Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada
qui travaillent ensemble pour assurer la vente de l'entreprise. Si vous avez une entreprise à l'extérieur du Québec, c'est directement avec l'Agence du revenu. Donc, des fois, il y a des démarches qui peuvent être un petit peu plus ardues ou complexes selon où vous êtes situé où. Mais dans tous les cas, il y a maintenant cette loi-là qui permet de payer moins d'impôts quand on vend à ses enfants. L'augmentation du plafond de l'exonération cumulative des gains en capital. On est rendu presque à 1 million de dollars. Sans la FCEI, ça ne serait pas possible d'avoir le plafond augmenté et indexé à chaque année. D'ailleurs, dans notre rapport sur la succession, on suggère de l'augmenter le plus rapidement, dès maintenant, à au moins 1,2 million. Mais on a fait beaucoup de travail dans ce dossier-là. La création aussi d'une fiducie collective des employés est un dossier sur lequel on se penche depuis quelque temps déjà. Donc, la possibilité pour un chef d'entreprise de vendre ses actifs aux employés en créant une fiducie avec des règles fiscales qui facilitent, au fond, la prise de possession d'une entreprise par les employés et un contrat avec son propriétaire pour les paiements. Donc, ça a été annoncé l'an passé, ça a été réannoncé cette année, si je peux dire, dans le budget. Oui, il y a quelqu'un qui ne s'est pas mis en sourdine, donc assurez-vous d'être sur mute, comme on dit, si vous n'êtes pas à l'écran. Donc, juste pour rappeler que la fiducie collective des employés est une autre option qui est sur la table pour améliorer, au fond, avoir plus d'options pour vendre son entreprise. Je terminerai ma brève présentation en vous rappelant qu'on fait beaucoup de travail auprès des banques et aussi des coopératives de financement, que ce soit comme Desjardins au Québec ou celles qui sont ailleurs au pays, pour que les options de financement pour l'achat d'entreprises soient le plus nombreuses possible pour les entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires. Et là, on parlait d'entrepreneur qui s'est déjà lancé en affaires. Notre invité d'aujourd'hui a été lui-même propriétaire de PME. Ralph Buisine est un membre du personnel de vente et de soutien aux membres chez Succession Matching, notre partenaire. Ralph a plus de 20 ans d'expérience en tant que propriétaire d'entreprise, en tant que gestionnaire, donc une vaste expérience dans le monde des affaires, dans le milieu des affaires. Puis, c'est clair qu'il a une passion pour aider les propriétaires d'entreprises à protéger leur patrimoine, le faire fructifier. Et donc, ça fait de Ralph la personne tout désignée pour ce webinaire avec nous. Alors, sur ce, Ralph, je te souhaite la parole et on se retrouve un peu plus tard pour la période de questions et réponses. Bonjour, merci beaucoup Jasmin, merci beaucoup à la FCEI de nous accueillir aujourd'hui pour faire cette présentation. Je vais commencer par une petite histoire en fait, c'est pourquoi aujourd'hui nous existons. Nous avons notre PDG s'appelle Alison Anderson et à l'époque elle travaillait pour une organisation appelée Community Futures. Elle aidait en fait des chefs d'entreprise plutôt dans le milieu rural pour trouver des financements et puis pour résoudre des problèmes qu'ils pouvaient rencontrer dans leur vie de tous les jours. Et un jour, elle a reçu un client qui venait d'une communauté rurale du sud du Saskatchewan. Il avait une entreprise de plomberie qui était plutôt prospère et il cherchait à prendre sa retraite. Et il s'est rendu compte que si il affichait ouvertement que son entreprise était à vendre, ses fournisseurs commenceraient à demander un paiement comptant à la livraison. Et puis, il était aussi préoccupé par le fait que son seul employé puisse aller chercher un autre emploi. Donc, il était tiraillé entre le fait de vouloir vendre son entreprise car toute la valeur nette qu'il possédait, c'était dans son entreprise.
et puis de pouvoir prendre sa retraite tranquillement. Alison a donc décidé qu'il fallait trouver une solution, il fallait aider ce client et puis tous les autres clients qui sont confrontés à ce même défi. Elle voulait leur permettre de pouvoir faire de la publicité privée pour pouvoir aussi leur permettre de trouver des acheteurs potentiels. Depuis ce jour, elle en a fait sa mission. D'où Succession Matching. C'est là que nous intervenons. La photo que vous voyez sur cette diapositive est la photo vue de son bureau à l'époque, lorsqu'elle a eu l'idée de créer Succession Matching. Et à chaque fois que nous, membres de son équipe, la voyons, cette photo, eh bien, ça nous rappelle pourquoi nous sommes là aussi et ce que nous faisons pour aider les chefs d'entreprise. Alors aujourd'hui, notre programme de la relève s'adresse non seulement aux chefs d'entreprise qui souhaitent vendre leur entreprise, mais aussi aux acheteurs d'entreprise et enfin aux chefs d'entreprise qui souhaitent protéger leur patrimoine en ayant un plan de relève en cas où un événement inattendu leur arriverait. On va passer à la slide 2. Lorsqu'on est prêt à vendre son entreprise, eh bien, on va se mettre du point de vue d'un chef d'entreprise, ce qu'il recherche avant toute chose, eh bien, la confidentialité. Pour certaines activités, la confidentialité est vraiment très importante, elle est essentielle pour maintenir la valeur de l'entreprise, le moral des employés aussi. On sait que des fois, le changement peut être compliqué pour certaines personnes et pour les employés d'une entreprise. Aussi, c'est important pour les relations avec les clients et les fournisseurs. Et enfin, empêcher les concurrents de bénéficier d'un avantage injuste. Ensuite, ce qui est important pour eux aussi, c'est de trouver un moyen peu coûteux d'accéder à des ressources sur la transition d'entreprise et les plans de relève. Je pense que pour ça, pas besoin de trop rentrer dans les détails de ce pourquoi on veut faire des économies. Et enfin, ils ont besoin d'une aide individuelle. Et je précise bien individuelle tout au long du processus. Comme nous allons le voir plus longuement plus tard, le processus peut être long pour certains d'entre vous et en dehors de vos compétences. Et rien que d'y penser, cela peut créer du stress, de l'angoisse. Jasmin en a parlé un petit peu plus tôt aussi. Donc, avoir un support et quelqu'un sur qui compter peut s'avérer réconfortant et vraiment important. Suivant. Du point de vue des acheteurs, quand un acheteur est à la recherche d'une entreprise, qu'est-ce qu'il recherche? Eh bien, tout d'abord, il recherche une entreprise qui est prête à discuter avec un acheteur potentiel. Ils ne veulent pas perdre de temps. Comme on dit bien souvent, le temps, c'est de l'argent. Donc, si un vendeur n'est pas prêt, cela peut rajouter des délais. Donc, pour eux, c'est vraiment important de pouvoir rentrer en contact et commencer à discuter avec des vendeurs qui sont d'ores et déjà prêts. Ensuite, ils veulent aussi que l'entreprise et le vendeur, le chef d'entreprise, soient émotionnellement prêts au changement. Comme Jasmin l'a dit, j'étais propriétaire d'entreprise. Pour moi, mon entreprise, c'était mon bébé. Je le considérais un petit peu comme mon enfant. Donc, il y avait quand même un lien émotionnel avec mon entreprise. C'est certainement le cas avec certains d'entre vous aujourd'hui. Donc, vous avez vu grandir votre entreprise au cours de ces dernières années et ça peut être dur de la laisser dans les mains d'un étranger, même si au fond, c'est ce que vous souhaitez. Donc, c'est important de se préparer émotionnellement et de préparer aussi émotionnellement votre entreprise, vos employés, vos équipes. Faut aussi qu'ils soient prêts à accepter un nouveau propriétaire. Les acheteurs, ont besoin aussi de trouver des vendeurs qui correspondent à leur activité. Ça, c'est important aussi. Je pense que ce point-là est aussi important pour un vendeur parce que quand on vend son entreprise, on recherche quelqu'un qui sera prêt à la faire fructifier, tout comme vous avez pu la faire fructifier tout au long de ces années. Donc, ce point-là est aussi important pour un acheteur parce qu'il veut vraiment faire sûr qu'il sera capable de pouvoir faire fonctionner cette entreprise du mieux possible. Et enfin, le dernier point, et c'est vraiment un point essentiel après la transition, c'est le mentorat. En fait, vous avez tout au long des années en tant que chef d'entreprise, vous avez accumulé du savoir. Et ce savoir-là, en fait, il a une très, très grande valeur pour un acheteur. C'est ce qui fait toute la différence, en fait, pour un acheteur
entre commencer une entreprise de zéro ou acheter une entreprise existante. Le gros avantage pour un acheteur en achetant une entreprise existante, c'est justement ce savoir que vous pouvez partager. Slide suivante. Avant qu'on passe à la prochaine diapositive, Ouais. moi, j'aurais une question pour toi, Ralph. Oui. Donc, tu sais, ici, là, on voit point de vue des acheteurs. Puis, je me suis déjà fait poser la question dans le passé. Je ne sais pas à quel point tu peux nous informer, mais des fois, on a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup d'acheteurs. Des fois, on a l'impression que, tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui mettent un peu leur projet sur pause parce qu'ils ne savent pas, tu sais, y a-t-il des gens intéressés à acheter ma business? Est-ce qu'on tu as des informations ou des réponses à ceux qui disent est-ce qu'il y a assez d'acheteurs potentiels ou est-ce qu'il y a un pool intéressant d'acheteurs? Eh bien, justement, on va le voir dans les diaporamas un petit peu plus loin. On va parler justement de ces chiffres-là et de cette mésinformation, on va dire. Super. OK. Donc, en fait, pour continuer avec Succession Matching, Succession Matching a créé une communauté virtuelle en fait pour pouvoir pallier à ce problème de confidentialité. C'est en fait la possibilité pour les chefs de petites entreprises de pouvoir mettre en vente leur entreprise de façon, tout en contrôlant en fait les discussions, les interactions et la confidentialité. Donc, notre plateforme virtuelle nous permet de mettre en relation des chefs d'entreprise vendeurs avec des personnes qui souhaitent justement acheter des entreprises. Et je veux dire, on a rencontré un très, très grand succès. On est très, très satisfait de cela, puisque jusqu'à présent, nos statistiques montrent que 75% des vendeurs, des personnes qui souhaitent vendre leur entreprise, ont rencontré en fait du succès. Donc 75% des vendeurs qui ont quitté notre site internet ont trouvé un acheteur et 42% des acheteurs qui ont quitté notre plateforme Succession Matching ont trouvé l'entreprise qu'ils souhaitaient rechercher. Pour revenir sur un point que Jasmin vient tout juste d'évoquer, au jour d'aujourd'hui, pour une annonce de vente que nous avons sur notre site internet, nous avons 2,6 annonces d'acheteurs. Donc, en fait, tout cela veut dire que nous avons plus d'acheteurs que de vendeurs sur notre plateforme virtuelle actuellement. On va passer à la slide suivante. On va parler du Covid parce que ça reste encore très présent dans nos mémoires et dans notre actualité. Le Covid a amené un petit peu de changement pour certains, peut-être plus que pour d'autres. Et on va parler d'un changement primordial. Quand nous parlons à nos vendeurs, en fait, on se rend compte que, tout comme vient de le dire Jasmin, dû à l'incertitude économique, beaucoup de vendeurs pensent que personne ne serait intéressé par leur entreprise. Au cours des 10 dernières années, nous avons vu un nombre égal d'acheteurs et de vendeurs s'inscrire sur notre site Internet. Et durant la pandémie, cette tendance a complètement changé. On a eu 5 fois plus d'acheteurs sur notre site Internet que de vendeurs. Donc aujourd'hui, c'est 2,6 de plus d'acheteurs que de vendeurs. Mais durant la pandémie, il y avait 5 fois plus d'acheteurs que de vendeurs. Par contre, il y a eu un petit changement dans le terme des acheteurs qui pouvaient être présents sur notre site Internet. Ce sont des acheteurs qui sont professionnels. C'est des acheteurs qui sont déjà prêts financièrement, ils ont déjà un pré-accord et ils souhaitent acheter une entreprise rapidement. Donc ça, c'est vraiment le gros changement qu'on a vu apparaître suite au Covid. C'est toujours le cas aujourd'hui, encore une fois, puisque nous avons plus d'acheteurs que de vendeurs sur notre plateforme Internet. On va passer à la slide suivante. On va parler maintenant des trois formes de transition les plus communes, on va dire, que nous pouvons rencontrer. Tout d'abord, il y a la transition familiale. Donc, en fait, là où cette transition est bonne, en fait, la transition familiale, c'est que bien souvent, pour le transfert de tous les éléments immatériels, en fait, le savoir, voilà, le savoir comment faire fonctionner l'entreprise, eh bien, c'est beaucoup plus facile parce que bien souvent, le nouveau propriétaire est souvent un fils ou une fille et puis il a déjà soit travaillé dans l'entreprise,
soit entendu ses parents parler de la façon dont ils faisaient fonctionner l'entreprise. Ensuite, on a le plan d'actionnariat salarié. On en a parlé aussi, Jasmin en a parlé un petit peu plus tôt. C'est d'intégrer en fait des employés dans la structure juridique de l'entreprise. Et puis, donc, cette vente peut se faire avec un minimum de 1%. Et puis, ça peut être l'intégralité, au bout d'un moment, l'intégralité de la compagnie que l'on peut vendre à ses employés. Donc, ça peut être un employé ou plusieurs employés. Et enfin, c'est une des transitions qui est un type de transition qui est le plus commun, c'est la vente à un tiers. Donc là, ben, c'est sûr que la vente à un tiers, il y a beaucoup plus d'opportunités dans le sens où le tiers peut être un jeune entrepreneur cherchant sa première entreprise, ça peut être aussi un concurrent qui souhaite racheter votre entreprise, ça peut être un acheteur international, par exemple. C'est vrai que pour certaines entreprises, ça peut être plus avantageux parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités. On va passer à la slide suivante. Donc là, on va parler un petit peu plus des étapes de la transition. Il y a cinq étapes pardon, au total. On va les voir en détail plus loin. Donc, il y a la préparation à la vente de l'entreprise, bien entendu. Ensuite, une fois que cette entreprise est prête à la vente, eh bien, on va se charger de trouver un acheteur potentiel. Après, il va y avoir l'étape des diligences raisonnables, le financement et enfin, l'étape finale, la transition. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc là, on va parler un petit peu du temps moyen. C'est vrai que pour certains, ça peut faire peur. Tout dépend, je vais dire, de la façon dont votre entreprise est structurée, de sa taille, de l'industrie, de la façon dont vous êtes organisé. Mais en moyenne, une transition complète peut prendre entre 2 et 7 ans. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire parce que toutes les étapes sont vraiment très, très importantes pour avoir une transition qui soit remplie de succès. On va voir la slide, Jasmin. Oui, juste au niveau de la durée de temps d'une transition, est-ce qu'il y a des secteurs, généralement parlant, où ça va prendre plus de temps, des secteurs, ça prend moins de temps? Est-ce qu'il y a un certain nombre de connaissances là-dedans que vous pouvez partager? Ça dépend bien évidemment de l'industrie, ça dépend surtout de la taille de l'entreprise. Si c'est un petit commerce de rue, quand je dis un petit commerce, c'est pas péjoratif, mais je parle de la taille de l'entreprise avec quelques employés et une entreprise qui est très organisée en termes de papier, etc., ça peut être beaucoup plus rapide. Si c'est une entreprise qui va générer plusieurs millions à l'année avec plus de 20 employés, eh bien, ça peut prendre plus de temps parce que, bien évidemment, la structure de l'entreprise est beaucoup plus importante. Donc, je veux dire, et l'acheteur qu'il faudra trouver par la suite, bien évidemment, eh bien, il faudra quelqu'un qui a les moyens financiers ou la possibilité de trouver ce financement aussi. Donc, en gros, ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise et puis surtout de l'organisation, de la façon dont l'entreprise est structurée. Je comprends. Merci. Donc, on va passer à la diaporama suivante, qui est l'étape numéro 1. Donc là, la préparation de l'entreprise. Donc, le processus peut durer entre 1 an et 2 ans. Ce qui est vraiment important quand on prépare l'entreprise et qu'on veut la mettre à la vente, c'est de connaître ce que l'on veut faire après. Pourquoi? Ça semble un petit peu hors contexte, mais c'est vraiment important parce que quand on va construire ce plan de succession, on va avoir des échéances. Et en fonction de ce que vous souhaitez faire par la suite, ça va vous permettre à vous aussi de calculer vos échéances et de mettre en place vos échéances. Ça va aussi vous permettre de savoir si vous souhaitez offrir du mentorat à l'acheteur potentiel, combien de temps vous allez pouvoir offrir ce mentorat. Et enfin, ça va aussi vous permettre de vous préparer émotionnellement. Encore une fois, on parle des émotions, mais c'est vraiment très, très important. Je veux dire, toute cette préparation, tout ce plan de succession va vous aider à vous préparer émotionnellement à la vente de votre entreprise et ça vous aidera aussi en termes de négociation pour les négociations avec un potentiel acheteur. Ensuite,
Il faudra mettre en ordre, non, on est toujours à la première slide, pardon. Mettre en ordre les livres d'entreprise. Ça, c'est la partie qui peut prendre le plus de temps en fonction de la façon dont vous êtes organisé. Cette partie-là est vraiment très importante puisque ce sont tous les chiffres, toute la partie financière de l'entreprise et il va falloir pouvoir la mettre en place et l'organiser. Enfin, on parlera de l'évaluation commerciale. Alors, je fais un petit aparté. Bien souvent, on pense que l'évaluation d'une entreprise, c'est son chiffre d'affaires, c'est l'argent qu'elle génère. C'est pas juste ça. Il y a beaucoup d'autres éléments qui viennent, qui rentrent en compte, si vous voulez, pour pouvoir évaluer une entreprise, comme par exemple votre savoir-faire, le savoir-faire de cette entreprise, votre savoir-faire à vous en tant que chef d'entreprise, mais aussi la renommée dans votre communauté. Et enfin, on va formaliser le plan de relève. Donc, le plan de relève sera terminé et sera formel, ce qui est vraiment très important pour l'étape suivante, étape 2. Donc, diaporama suivante. Oh, je Oui. vois une bonne question de Sylvain qui pose comment faire pour être certain qu'un acheteur il ne fait pas juste la pêche pour voir leur niveau de chiffre d'affaires. Si c'est peut-être un compétiteur ou qu'est-ce qu'il pourrait faire comme suggestion, comme charger un montant d'argent Ah, ou être certain d'avoir une lettre de confidentialité. Euh, donc, moi, je peux parler de ce que nous faisons par rapport à notre plateforme Succession Matching. C'est que déjà, les acheteurs doivent être membres de notre plateforme. Donc, ils doivent adhérer à notre plateforme financièrement. Donc, déjà, ça enlève le souci de savoir si c'est quelqu'un qui recherche réellement une entreprise à acheter ou quelqu'un qui est juste là à magasiner, on va dire. Donc, les acheteurs que nous avons sur notre plateforme, déjà, sont des acheteurs qui sont de réels acheteurs et qui sont vraiment à la recherche d'une entreprise. Ensuite, effectivement, il y a un accord de confidentialité qui doit être signé, surtout à partir du moment où on va commencer à communiquer des informations importantes concernant l'entreprise et des informations financières. Donc ça, un accord de confidentialité, c'est vraiment très, très important dans le processus avant les négociations, bien évidemment, lorsqu'on doit dévoiler des informations pertinentes concernant l'entreprise. Et Ralph, on a eu quelques questions là, à ce sujet-là, et puis ça faisait partie de la diapositive là, sur le point 3, là, évaluation commerciale, donc évaluer la valeur de l'entreprise. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être partager quelques points assez rapidement sur comment on détermine la valeur d'une entreprise? Il y a Manon qui nous a écrit, là, elle, c'était sa question, c'était comment déterminer la valeur d'une entreprise. Est-ce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut dire à ce sujet-là pendant que vous abordez le sujet? Bien sûr. Déjà, il y a la partie financière, le chiffre d'affaires qui est généré. Généralement, on prend les trois, on peut monter jusqu'à 5 ans en arrière, voir un petit peu l'évolution financière de l'entreprise et le résultat qu'elle peut dégager. Ça, c'est généralement ce qui est fait avec votre comptable et qui va vous permettre de vous donner un petit peu un ordre d'idée sur la valeur de votre entreprise, la partie financière. Ensuite, et c'est ce pourquoi aussi on travaille sur un plan de succession, c'est d'analyser aussi l'impact que l'entreprise peut avoir sur la communauté. On sait qu'on vit tous dans des petites communautés, même si c'est des grandes communautés, mais des petites communautés au sein de la grande communauté. L'impact qu'a votre entreprise au sein de cette communauté, eh bien, va avoir de la valeur aussi, donc ça va nous permettre de la rajouter à la valeur financière. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, la valeur, le savoir-faire de l'entreprise ce qu'elle a et le savoir-faire du chef d'entreprise surtout. Ça va ramener aussi de la valeur à l'entreprise. Je vais prendre un exemple très simple, c'est que généralement, quand on démarre une entreprise, eh bien, il y a des erreurs qu'on va faire au cours du temps parce qu'on ne sait pas réellement par rapport à la saisonnalité, par exemple, des fournisseurs qui ferment pendant le mois de juillet-août, et puis on n'a pas pensé à faire les commandes avant cette fermeture, puis on se retrouve avec un inventaire qui est très réduit. Et tout ça sont des choses qu'on apprend au fur et à mesure des années. Et c'est des choses qu'on va pouvoir partager avec un acheteur potentiel. Ça aussi, ça a de la valeur. Ça évite de faire les erreurs que vous avez pu faire, vous, à votre époque, lorsque vous avez démarré votre entreprise. Et ensuite, on parle aussi, si vous voulez, peut-être que dans votre entreprise, vous faites
vous financez des équipes de football, de soccer, de hockey ou quoi. Ça aussi, ça a de la valeur. Donc, encore une fois, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, la valeur financière est importante, certes, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui viennent se rajouter à ça. Et on travaille là-dessus avec vous lorsqu'on fait le plan de succession, lorsqu'on le fait avec vous. C'est là-dessus qu'on travaille pour pouvoir venir rajouter à cette valeur financière l'aspect peut-être plus humain et aussi l'éducation que vous allez pouvoir donner à ce nouvel acheteur. Super. C'est intéressant le côté de l'expertise du chef de PME et puis aussi l'impact dans les communautés, là. Donc, c'est vraiment des aspects à prendre en considération. Ouais. Des fois, on les oublie malheureusement. Donc, c'est vraiment important d'en parler et merci d'avoir posé la question d'ailleurs. Donc, on va passer à la diaporama. Non, on était à la diaporama d'engager. Voilà, donc engager l'acheteur. Donc ça, ce processus peut prendre entre 6 et 12 mois. Pardon. Donc là, c'est la période où on est prêt, on a notre plan de succession, on est prêt à mettre notre entreprise en vente et à trouver un acheteur. Donc là, ce qui est important de savoir, c'est qu'en fonction du type de transition que vous avez souhaité, ça va être plus rapide que d'autres types. Donc, si il s'agit d'une transition familiale ou du transfert auprès d'employés de la compagnie, là, c'est le temps de commencer à en discuter, de discuter de la vente, puisque vous êtes prêt. S'il s'agit d'un acheteur tiers, eh bien là, on va parler justement des questions de confidentialité, parce que là, c'est vraiment important. Donc déjà, on va vouloir faire en sorte que notre entreprise soit listée dans une place qui est quand même plus confidentielle, pas ouvertement, surtout pour certains d'entre vous, qui ça pourrait poser des problèmes. Et ensuite, vous ne souhaitez pas que l'information soit rendue publique, comme on l'a vu plus tôt. Donc, c'est là que toutes ces questions de confidentialité rentrent en compte. Donc, on travaille là-dessus et puis on voit un petit peu vos attentes, ce que vous souhaitez faire, comment vous souhaitez le faire. Et puis, bien évidemment, lorsqu'on engage un acheteur, eh bien, on fait signer un accord de confidentialité, ce qui est vraiment très important pour protéger vos données financières. Et la dernière question qui se pose, enfin les deux dernières, c'est déjà de déterminer le meilleur moyen pour identifier ces acheteurs. Encore une fois, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous quand vous souhaitez vendre votre entreprise. Ensuite, il faut quand même se poser la question qui est quand même très importante de savoir quelle serait la méthode la plus efficace selon vous? Nous, on peut vous aider bien évidemment, mais ça, c'est une question aussi qu'il faut que vous vous posiez. Et enfin, il faut apprendre à parler de votre entreprise, mais d'en parler de façon professionnelle. Et c'est ce qu'on fait aussi lorsqu'on construit le plan de succession. On vous apprend à parler de votre entreprise de façon professionnelle, à ne pas laisser les émotions prendre le dessus. Ça aussi, c'est vraiment très important. Encore une fois, on parle d'émotions, mais j'insiste vraiment beaucoup dessus parce que c'est ce que nous voyons le plus souvent des vendeurs qui sont très émotifs dans la façon quand ils parlent de leur entreprise et pour la vendre. Quand on se retrouve face à un acheteur, il faut rester très professionnel et on ne peut pas laisser trop les émotions parler. On va passer à l'étape 3, diligence raisonnable. Donc ça, c'est la partie où on a déjà trouvé un acheteur potentiel. Et puis là, c'est le moment de commencer un petit peu à présenter des informations un peu plus sensibles sur l'entreprise. Ce qu'il faut être sûr aussi, c'est d'avoir en place la meilleure alternative à un accord négocié. On appelle ça aussi BATNA, B-A-T-N-A. Donc, c'est un outil important quand on rentre en négociation parce qu'il aide les chefs d'entreprise à prendre des décisions éclairées sur la meilleure façon d'avancer. Ça encore, c'est pour faire sûr que tout est sur papier. Et encore une fois, on ne laissera pas les émotions prendre le dessus lorsqu'on va rentrer en négociation avec un acheteur potentiel. Je vous prends un exemple que j'ai vu avec un chef d'entreprise qui s'est retrouvé face à un acheteur. Et puis, il n'avait rien préparé en fait, hein. Il avait juste mis en vente son entreprise, il voulait la vendre. Et puis, il s'est avéré qu'un acheteur était intéressé, un acheteur potentiel était intéressé. Et en fait, au moment des négociations,
des fois, on parle de grosses sommes. Et là, j'ai plus le chiffre exact, mais on va partir sur 500 000 $ pour l'entreprise. Et là, l'acheteur dit, écoutez, bah, là, j'ai 400 000 $ qui sont prêts là, juste là, maintenant, là. Si vous voulez, on peut signer, vous avez les 400 000. Et ensuite, je souhaite aussi que vous restiez 1 an de plus dans l'entreprise pour pouvoir me laisser le temps de me former, de m'apprendre les choses, etc. La personne était tellement émotive à se dire 400 000 $, c'est important, c'est un montant important, qu'elle a tout accepté. Quelques jours après, avec du recul, elle a dit, mais j'aurais jamais dû accepter ça. Parce que déjà, j'ai pas envie de continuer de travailler pendant 1 an dans l'entreprise à former. Moi, j'étais d'accord pour le faire pendant 3, 4, 5 mois. Et puis, ben, quelque part, j'ai vendu mon entreprise 100 000 $ moins cher. Donc, tout ça pour dire que, encore une fois, les émotions sont entrées en jeu et on fait perdre beaucoup d'argent à cette personne. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important d'avoir tout sur papier et ce BATNA est vraiment très, très important. Ensuite, il faut décrire les échéanciers, les responsabilités par écrit. Ça, c'est pareil. Quand on va parler de transition plus tard, mais il est important de savoir à l'avance combien de temps vous êtes prêt à donner ce mentorat et de l'avoir par écrit, et puis de dire qui fera quoi pendant cette période où vous ferez le mentorat, qui sera en charge, comment. Donc, toutes ces questions-là, en fait, c'est très important de les avoir sur papier. Et comme on dit, de bonnes formalités administratives font de bons amis. Ça, c'est sûr que quand tout est clair, quand tout est organisé, ça rend la vie beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. On va passer à la slide suivante, qui est la slide 4. Comprendre le financement. Donc ça, on va passer rapidement dessus. Le processus peut prendre entre 1 mois et 12 mois en fonction de l'acheteur. C'est plus par rapport à l'acheteur, mais bon, vous, ça vous intéresse aussi de savoir. Il y a le financement traditionnel, un financement qui est non traditionnel. Le financement du vendeur, ben, c'est vous en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous êtes d'accord pour, disons, vendre 50% de votre entreprise cash et puis les autres 50% répartis sur un certain nombre d'années? Ça, c'est une des solutions aussi possibles. Et ensuite, les capitaux privés. Quel que soit en fait le mode de financement, ce qu'il faut retenir, c'est que votre acheteur aura besoin d'un plan d'affaires. Et ça, en fait, vous pourrez lui fournir si vous avez fait votre plan de succession, car toutes les informations seront dedans. L'étape 5, qui est la dernière étape, c'est la transition. En fonction de la taille de l'entreprise, ça prend plus ou moins de temps, entre 0 et 60 mois, en fonction si vous souhaitez donner du mentorat ou pas. Donc, c'est là où, en fait, on remet les clés de l'entreprise concrètement, que ce soit les biens physiques, les locaux, transfert du savoir d'entreprise grâce à votre mentorat, les responsabilités, on transfère les responsabilités, l'autorité de l'entreprise. Et ensuite, on fait de façon formelle, on présente le nouveau propriétaire de l'entreprise, on le met en contact avec les fournisseurs, les clients, et on le présente à l'équipe de l'entreprise. Suivant. Donc, en résumé, donc on a vu qu'il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'acheteurs. Ça, c'est faux. Il y a vraiment beaucoup d'acheteurs en ce moment. C'est vraiment un bon temps pour un vendeur. Il faut aussi faire sûr d'avoir une bonne compréhension de la situation actuelle pour pouvoir prendre une décision qui est beaucoup plus éclairée et mieux planifier son avenir. Tout est dans la planification. Quand on planifie les choses, quand on sait où on va, c'est beaucoup plus simple. Et puis, il faut aussi se lancer dans la démarche pour avoir l'esprit tranquille. On parlait tout à l'heure, le stress, l'angoisse, c'est pas ce dont on a besoin en ce moment. On va avoir l'esprit tranquille, donc à un moment, il faut se lancer. Et puis, il faut préparer son entreprise à la vente. Il faut aussi être prêt à s'engager avec les acheteurs, à faire les diligences raisonnables et puis comprendre un petit peu les différentes modes de fonctionnement qui s'offrent à votre acheteur et comment vous pouvez peut-être vous l'aider. Et ensuite, la dernière étape qui sera la transition. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas, si vous souhaitez plus d'informations plus personnalisées, à nous contacter. Vous avez notre adresse courriel qui est hello@successionmatching.com. Vous pouvez nous envoyer un courriel à tout moment et puis on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Ralph. Très instructif. Et puis, avant de passer à la période de questions-réponses, Marc Kessy va nous présenter un petit peu les ressources de la FCI en matière de succession.
C'est exact. Merci beaucoup et merci à Ralph pour cette belle présentation. Donc, moi, je voulais simplement vous présenter notre côté ici aux ressources aux entreprises pour les membres de la FCEI, ce qui vous est disponible sur notre site Web. Donc, comme vous voyez à l'écran, on a un guide pour le transfert ou l'achat d'une entreprise. C'est un guide quand même assez compréhensif. Donc, s'il y a un concept très important à retenir de cette présentation, c'est vraiment que si vous prévoyez vendre votre entreprise dans les prochains mois ou dans les prochaines années, c'est toujours bon de vous préparer d'avance. Et comme Raph nous l'a montré plus tôt, ça peut prendre 2 à 7 ans pour transférer une entreprise, tout dépendamment, mais aussi en tenant compte de l'aspect émotionnel de ce type de transaction. Donc, préparer la relève, c'est un peu comme rédiger son testament, si on peut dire. Donc, on a préparé ce guide gratuit-là pour nos membres. C'est disponible sur notre site Web ou certainement en contactant nos ressources aux entreprises. Donc, la prochaine diapo. Alors, comme vous voyez, on a des listes de vérification. Ils sont quand même très compréhensifs. C'est vraiment à utiliser pour entrer un peu dans le bain de la démarche. Et lorsque le temps viendra, certainement, vous pourrez contacter Ralph et son équipe chez Succession Matching pour officialiser le tout. Donc, une liste de vérification pour planifier la relève, une autre pour l'état des lieux, pour le rachat de l'entreprise par les cadres et la convention d'achat-vente. Oui, et je voulais juste ajouter, Marc-Cassie, que ces outils-là sont vraiment pour vous sauver de l'argent. On veut vraiment vous donner de plus d'opportunités de essayer ça et planifier vous-même avant de devoir consulter une troisième, un tiers. Parfait. Merci de clarifier ça, Rachel. Alors, si vous êtes intéressé aussi à acheter, on a ce guide pour l'achat d'entreprise et il y a aussi une foire à questions sur notre site Web, questions et réponses, encore une fois, gratuit pour nos membres de la FCEI. C'est sous la rubrique ressources sur notre site Web. Prochaine diapo. Alors, Succession Matching, il fait certainement partie de notre programme d'économie qui est exclusif aux membres de la FCEI. Donc, en étant membre de la FCEI, vous avez un rabais de 50% sur le programme de planification de la relève. Le programme lui-même est d'une valeur de 5 000 $. Donc, en tant que membre de la FCEI, vous économiserez 2 500 $. Donc, vous avez aussi une adhésion gratuite de 1 an à la plateforme successionmatching.com lorsque vous adhérez au programme de planification. Et cette plateforme, elle est d'une valeur de 2 000 $. Donc, beaucoup d'économies en tant que membre. Merci beaucoup, Marc-Cassie. Et puis, si vous avez des questions au sujet des différents programmes d'économie qu'on a à la FCEI, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse répondre à ces questions-là. Ralph, merci encore une fois pour votre présentation. Ça a été fort instructif. Moi, j'irais avec une question. Tantôt, vous avez parlé de financement là, qui est disponible pour les transactions. Là, vous avez parlé de financement traditionnel et de financement non traditionnel. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner un petit peu la différence qui existe entre ces deux formes de financement-là. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Vous êtes sur mute. Merci, pardon. On ne s'habitue pas, même après quelques années de rencontres, de webinaires Zoom et autres, on est toujours sur mute. Ça arrive très souvent. Donc, le financement traditionnel, c'est quand on fait appel à une banque ou une compagnie de financement pour les entreprises. Financement non traditionnel, ça inclut beaucoup de financements. Ça peut être un financement familial, par exemple. Ça peut être voilà, qui vient de la famille, ou ça peut être aussi un financement personnel, mais au travers de différentes compagnies. Il y a, voilà, c'est la grosse. C'est pour ça que j'ai pas voulu rentrer trop dans le détail, parce qu'au final, malgré tout, on sait
la plupart du temps, on a affaire à du financement classique. Le non traditionnel, on a aussi affaire à des investisseurs, en fait, investisseurs acheteurs. Donc, en fait, ça peut être aussi des partenaires silencieux qui viennent proposer de l'argent, en fait, pour pouvoir investir dans une entreprise. Parce que ça, c'est important. Nous, on va faire une sortie bientôt sur l'accès au financement pour les PME et Ouais. savoir qu'à la fois, il y a du financement pour acheter qui peut venir des banques ou des coopératives de financement, mais qui peut aussi venir de d'autres formes. Bien, ça élargit soudainement là, le nombre d'entreprises qui est susceptible de trouver un acquéreur ou le nombre de gens qui sont susceptibles d'arriver avec un montage financier qui va permettre l'achat d'entreprises. On travaille aussi beaucoup de notre côté pour justement essayer de développer ces investisseurs acheteurs pour pouvoir permettre justement la vente plus facile pour toutes les personnes que nous avons qui travaillent avec nous. Rachel, tu veux y aller? Oui, j'ai une question de Nancy. Elle vous pose quel est le délai raisonnable pour le mentorat lors de la vente? Tout dépend, encore une fois, tout dépend de l'entreprise et de la taille de l'entreprise. C'est particulier. Savoir aussi si il y a beaucoup d'informations à communiquer. Ça peut aller de 1 mois à 1 an en fait. Et des fois, on a vu aussi des chefs d'entreprise qui voulaient rester un petit peu plus longtemps, mais là, c'était plus eux qui souhaitaient continuer à s'investir dans l'entreprise plus longtemps. Mais c'est raisonnable de penser 1 mois, ça serait un minimum malgré tout pour pouvoir communiquer son savoir. Après, effectivement, en fonction de la taille de l'entreprise et du savoir-faire de l'entreprise, ça peut prendre plus de temps. Et est-ce que dans un contexte de mentorat, est-ce que ça arrive également que des chefs de PME se fassent demander de rester en tant que salariés de l'entreprise pour assurer soit les opérations ou un certain nombre d'activités? Ça peut arriver aussi. Encore une fois, c'est des choses auxquelles on discute quand on crée le plan de succession, de savoir exactement, quand on parlait tout à l'heure des échéances, c'est ça aussi dont on parle, c'est de savoir qu'est-ce que vous souhaitez faire lorsque l'entreprise est vendue en termes de mentorat. Est-ce que vous souhaitez continuer à être impliqué dans l'entreprise? Pour certains chefs d'entreprise, une fois que c'est vendu, c'est vendu. Ils sont prêts à rester un petit peu pour faire du mentorat, mais après, ils veulent tourner la page et passer à autre chose ou prendre leur retraite. D'autres aimeraient bien ou souhaitent rester un petit peu plus longtemps dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment du cas par cas et c'est vraiment un souhait individuel. Si c'est le cas de vouloir rester en tant que salarié, ce sont des choses qui peuvent être négociées aussi au moment du temps de négociation avec l'acheteur. Je comprends. Il y a Georges qui nous a envoyé une question avant le webinaire. Lui, il dit comment solliciter des professionnels comme ceux de Succession Matching sans causer une panique ou une crainte dans l'équipe d'employés en place. Ben, c'est un petit peu ce qu'on fait, c'est un petit peu pour ça qu'on existe aussi, notamment pour pouvoir trouver des acheteurs potentiels. Rien n'est affiché dans les réseaux sociaux ou rien n'est affiché sur Kijiji, par exemple. Tout ce qu'on fait est confidentiel. Après, si vous avez besoin d'un fiscaliste, par exemple, ça, c'est des choses qu'il faut faire en dehors, bien évidemment, des heures de travail et en dehors de votre entreprise. Mais sachez une chose, c'est qu'à un moment, il va falloir discuter avec les personnes qui travaillent dans votre entreprise et leur présenter la situation pour leur permettre de aussi émotionnellement se préparer à cela. Mais encore une fois, ça ne doit pas arriver tout de suite non plus. Ça peut arriver une fois que vous avez un acheteur potentiel sérieux. Là, ça commence un petit peu, ça avance dans la bonne direction. Je pense pour moi que c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à présenter la chose à vos employés. Pas attendre que ce soit vraiment la fin. Ça, c'est de par mon expérience, je me permets de dire ça. Après, c'est sûr que chacun fait comme il le souhaite. Mais je pense que vraiment le bon moment, c'est une fois qu'on a réellement trouvé l'acheteur et que là, les démarches s'accélèrent avec le financement, etc., pour commencer à parler avec ses employés. Très bien, merci. Rachel, tu veux poser la prochaine?
Oui, mais je vois que Eric il nous pose qu'en est-il du transfert d'action d'un actionnaire minoritaire à son enfant? Et je crois, Jasmin, corrige-moi si j'ai tort, mais je crois qu'il se réfère au projet de loi C-2008. C'est 208, oui. 208, ouais, c'est ça. Oui, oui. En fait, moi, ce que je dirais pour le transfert d'action ou le transfert d'une entreprise à un enfant, si vos questions touchent les aspects financiers là, ou les aspects de taxes en lien avec ces transactions-là, là, Rachel et Ralph, peut-être que vous avez des choses à rajouter, mais moi, je dis souvent, la meilleure personne à qui parler, c'est vraiment un fiscaliste ou un comptable qui peut vous donner toutes les informations nécessaires pour savoir exactement c'est quoi les obligations du vendeur, les obligations de l'acheteur, ça coûte combien, qu'est-ce que vous devez faire, si votre entreprise est en Alberta ou si votre entreprise est au Québec, il y a des différences selon les juridictions. Et donc, ça, je pense que pour avoir une feuille de route fiscale puis une meilleure compréhension de ce que ça veut dire pour l'acheteur et le vendeur, la meilleure place à aller, c'est un fiscaliste ou un comptable. On a quelques outils comme un guide pour mieux comprendre les exemptions en gain de capital sur notre site web. Et je dirais exactement ce que Jasmin a dit à Hélène qui a vendu à sa fille en avril 2021. Alors, regarde ce document-là, on va vous l'envoyer et parler à votre comptable ou votre fiscaliste. Et il y a une autre question ici là, qui dit, Carole demande pour acheter un partenaire, là, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que les étapes sont similaires à celles d'une succession pure et simple ou là, on parle d'un autre genre d'achat ou de vente? Si on souhaite juste intégrer un partenaire, pour moi, c'est exactement la même chose que de vendre l'entreprise, en fait. Le plan de succession, il présente l'état actuel de l'entreprise et les possibilités d'évolution de l'entreprise et d'expansion de l'entreprise. Donc, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue humain, savoir, etc. Donc, c'est exactement la même chose, que ce soit juste un partenaire avec un certain pourcentage de l'entreprise ou un acheteur externe. Les conditions restent les mêmes et je vais dire même encore une fois, c'est peut-être plus important pour un partenaire que pour un vendeur dans le sens où le partenaire, vous allez travailler avec lui et vous voulez faire sûr qu'il a une bonne compréhension de ce que vous faites et de la façon dont vous le faites et vous pouvez mettre en place dans ce plan de succession exactement ce que vous attendez de lui. Donc, comme ça évite les quiproquos et les incompréhensions qui pourraient s'en suivre. Et pour acheter le partenaire, disons qu'on est déjà en partenariat puis on veut juste acheter un partenaire. Si on veut racheter un partenaire qui est déjà dans l'entreprise, ça, encore une fois, je pense que c'est plus avec un comptable ou un fiscaliste. Si vous travaillez déjà dans l'entreprise, que vous savez déjà comment votre entreprise fonctionne, il n'y a peut-être pas besoin d'un plan de succession, à moins que vous ne soyez pas présent dans l'entreprise actuellement, que vous ne travaillez pas dans l'entreprise, que vous êtes juste un partenaire silencieux et que vous souhaitez racheter un partenaire pour pouvoir vous investir dans l'entreprise. Là, dans ce cas-là, effectivement, un plan de succession sera important pour vous. Marc-Essie, tu peux poser la prochaine. Je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais je pense qu'elle devrait être posée. Est-ce que vous pouvez aussi accompagner un vendeur ayant reçu une offre spontanée de rachat d'entreprise? C'est Xavier qui demande la question. Ça, c'est une question qui est un petit peu particulière, propre à ça. Il nous faut plus d'informations par rapport à ce cas bien précis pour savoir exactement ce qu'il en est, où ils en sont, s'il y a des choses qui sont manquantes parce qu'on peut avoir une offre, mais après, comme je disais tout à l'heure, les délais peuvent augmenter parce qu'on n'a pas les informations nécessaires à cet acheteur pour pouvoir finaliser, concrétiser son financement, par exemple. Donc, c'est vraiment la question est un peu trop vague pour y répondre avec précision. Il y a vraiment beaucoup de questions. Merci, Marc-Essie. Puis, c'est dommage qu'on soit presque rendu au temps limite du webinaire, mais Dominique, elle,
demande quels sont les avantages de vendre à nos employés. Donc, c'est quoi certains des avantages de vendre aux employés? Quand on vend aux enfants, bien, on sait, l'entreprise reste dans la famille, c'est le patrimoine familial. Puis vous l'avez mentionné, Ralph, là, déjà les enfants souvent connaissent bien l'entreprise, puis bon, des choses comme ça, mais ça, c'est des avantages pour vendre aux enfants. Y a-t-il des avantages pour vendre aux employés maintenant? Il y a des avantages et il y a des inconvénients, et je vais parler rapidement des deux. Les gros avantages, c'est qu'en fait, vous allez prendre la décision d'accepter ou pas cet employé en tant que partenaire dans un premier temps pour pouvoir lui donner des parts de votre entreprise. Donc, cette personne, elle connaît votre entreprise, elle sait comment elle fonctionne, et vous voyez du potentiel dans cette personne pour pouvoir reprendre votre entreprise. Un des inconvénients qui peut rentrer en jeu, et il faut faire très attention à ça, c'est que on ne sait jamais de quoi le futur est fait, et peut-être qu'une personne qui peut correspondre au jour J à ce que vous recherchez et qui peut présenter les atouts nécessaires pour pouvoir faire partie, reprendre votre entreprise. Et à un moment, si ça se passe mal, eh bien, cette personne, c'est non seulement votre employé, mais c'est aussi un partenaire dans l'entreprise. Donc, cette décision-là est très importante. Il faut mûrement y réfléchir. Et encore une fois, c'est pareil, il faut avoir les informations sur papier concrètes pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Parce que c'est toujours, à un moment, ça peut être difficile de faire la distinction entre le partenaire et l'employé, parce que cette personne est toujours un employé de l'entreprise. Et il y a aussi la situation où un propriétaire d'entreprise pourrait décider de vouloir prendre sa retraite. Il y a une petite compagnie de 5 ou 10 employés, pourrait décider de vendre tout simplement à tous les employés intéressés les actifs de l'entreprise. Dans le plus récent budget fédéral, il y a ce qui a été annoncé, la fiducie collective des employés. Ça vise au fond à faciliter l'achat d'une entreprise par un groupe d'employés, donc avec toutes sortes de mécanismes là, qui vont permettre ce transfert-là plus facilement, notamment d'un point de vue financier. Il y aura certainement des choses à rajouter là-dessus dans les semaines, dans les mois à venir, quand tous les détails seront connus. Rachel, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, juste une dernière question. Je sais qu'on est déjà 2 minutes passer de 14 heures. Et Louis pose, c'est en tant que vente d'une entreprise, est-ce qu'il y a une différence si l'entrepreneur est autonome ou s'ils sont une compagnie enregistrée? Alors, nous, si c'est une compagnie autonome, on pourra pas faire grand-chose parce que c'est trop petit. Il faut, nous, pour qu'on puisse aider à faire un plan de succession, généralement, ce sont des entrepreneurs qui ont une entreprise qui est enregistrée, bien évidemment, mais qui a entre 4 et 5 employés. C'est le type d'entreprise que nous avons sur notre site Internet, et c'est le type d'entreprise que nos acheteurs recherchent. Bien, sur ce, je pense qu'on va arrêter ici puisqu'on a déjà dépassé de quelques minutes l'heure qu'on avait prévue pour discuter avec vous de la succession d'entreprise avec notre invité d'aujourd'hui, Ralph Buizin. Je vous rappelle là, que si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Ralph par courriel ou téléphone avec les adresses qui ont été partagées à l'écran. À Succession Matching. Je vous rappelle qu'on a des ressources à la FCI pour vous aider à vous guider à travers ce processus décisionnel-là. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. Appelez les ressources aux entreprises. Si vous voulez avoir davantage, si vous avez des questions au sujet de notre partenariat avec Succession Matching, appelez-nous, on va vous donner plus amples informations. C'était encore une fois un privilège pour moi d'être avec mes collègues et de vous présenter ce webinaire. Le prochain sera le 26 avril avec notre économiste en chef et vice-président à la recherche, Simon Gaudreault, qui fera une présentation sur les tendances économiques qui impactent les PME. Donc, perspective économique des PME, c'est le mercredi 26 avril
prochain. J'espère que vous y serez en grand nombre parce que c'est un webinaire très pertinent. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe. Merci à Ralph. Vous avez les ressources à l'écran, notre site web, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. N'hésitez pas à nous suivre et à partager l'enregistrement de ce webinaire aujourd'hui et de l'envoyer à vos amis et collègues entrepreneurs. Donc, je souhaite à tout le monde une très belle fin de journée. Merci beaucoup.